23 h sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, fait ratifier 4 projets de loi à Yamoussoukro, aux sénateurs. Des textes relatifs aux majeurs protégés, à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et les projets de loi relatifs à la médiation et la lutte contre la corruption. Un siège social ouvert à Abuja, au Nigeria, par la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, en marge du 10e sommet de l'Organisation des Premières Dames du continent, dont la principale quête est d'entreprendre des missions de paix en Afrique. Et nous sommes le 11 mai, Reggae Celebration Day, jour de commémoration de la disparition du chanteur mythique Bob Marley depuis 42 ans. La légende continue et cette date est carrément un pèlerinage musical pour les amoureux du reggae. On en parle au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. À Yamoussoukro, le Sénat de Côte d'Ivoire adopte 4 projets de loi après l'exposé des textes par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Ce sont 4 projets relatifs aux majeurs protégés, à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et les projets de loi relatifs à la médiation et la lutte contre la corruption. Suivons le compte-rendu d'une session parlementaire et c'est avec Kader Sogodogo. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, arrive avec 4 projets de loi. Les 3 premiers sont soumis à la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales. Ils sont relatifs aux majeurs protégés par la loi, avec une revue de la loi de Napoléon, à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et de médiation. Exposé des motifs, question des sénateurs, Sansan Kambilé est dans son domaine. La grande innovation réside au niveau des majeurs protégés conscients, mais déficitaires de moyens de réaction. Ce projet de loi a pour objectif de combler un vide juridique en la matière. En effet, la matière des majeurs protégés est régie par le Code Napoléon, qui n'assure que la protection des majeurs aliénés internés, des majeurs interdits judiciaires, des prodigues et des faibles d'esprit. Ne sont pas pris en compte des majeurs atteints d'altération de leurs facultés mentales ou corporelles, des majeurs qui connaissent un affaiblissement lié à l'âge ou des majeurs qui ont connu un développement anormal. Nous avons donc soumis aux sénateurs un nouveau dispositif qui consiste à prévoir 3 régimes. Le régime de la tutelle, le régime de la sauvegarde de justice et le régime de la curatelle. Le 4e et dernier projet de loi est soumis à la Commission des affaires économiques et financières. Il porte sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ici aussi, la Commission a dit oui à l'unanimité à la ratification. Nous passons à présent à l'actualité d'une autre institution de la République. Il s'agit du CESEC qui a effectué la clôture de sa première session ordinaire pour l'année 2023. C'est une période dont le bilan des travaux est jugé satisfaisant par le président de l'institution et ce 11 mai au siège au plateau. Les objectifs étaient axés sur les préoccupations des populations à travers des avis et réflexions. Ces thèmes ont été retenus, entre autres la jeunesse et la drogue, l'économie verte et création d'emplois décents et la réduction de la pauvreté. La présence de plusieurs personnalités du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions de la République de Côte d'Ivoire a été enregistrée. Dans la capitale du Nigeria, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique ouvre un siège social à l'occasion de la 10e Assemblée générale de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique. C'est un événement aussi marqué par la signature d'un mémorandum d'entente avec l'Union africaine. Nous en parlons dans ce rapport de Mamadou Kouassi. Une nouvelle bâtisse au cœur d'Abuja, capitale nigériane, pour servir de siège au secrétariat permanent de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, MIPREDA. Elle est le fruit de la contribution de chacune des Premières Dames du continent, sous la conduite de la Première Dame sortante du Nigeria, Aïcha Buhari. La cérémonie d'inauguration de ce siège a mobilisé des membres
de cette organisation des partenaires qui s'inscrivent dans la dynamique de la promotion de la paix sur le continent africain. Former un mouvement pour la paix, la sécurité, pour que l'Afrique que nous voulons, l'Afrique en paix avec elle-même, une Afrique prospère, et c'est le moment. Nous devons aider nos dirigeants à atteindre leurs objectifs dans les efforts combinés de la consolidation de la paix, la médiation, la résolution des conflits et la reconstruction post-conflit. Je suis également très heureuse d'annoncer que nous avons signé un protocole d'accord avec l'Union africaine pour nous permettre de collaborer étroitement à tout ce qui cadre avec les missions de promotion de la paix en Afrique. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, a traduit la volonté de la First Lady de Côte d'Ivoire à bâtir un continent apaisé avec la contribution des femmes. Avant cette cérémonie, la mission de paix des premières dames d'Afrique a tenu sa 10e assemblée générale ordinaire qui a vu l'élection d'Angeline Daye-Chimie, première dame du Burundi, secondée par la première dame du Niger. L'autre articulation de ces assises a été la soirée des First Ladies, où des messages de paix et d'engagement ont été pris autour du thème « Briser des barrières grâce à des partenariats pour une paix durable en Afrique ». Nous devons, mes chères sœurs, ne plus nous contenter de considérer les femmes comme des victimes des conflits. Nous devons être des actrices de règlement des conflits. Nous devons être des actrices pour éviter que les conflits, les différends au niveau communautaire, au niveau frontalier, au niveau des pays, n'éclatent en grands conflits. La mission de paix des premières dames d'Afrique œuvre pour le progrès et la stabilité politique du continent. Plusieurs actions de paix sont à l'initiative de la première dame Dominique Ouattara et de ses pairs du continent africain. Et cette conférence ici en Côte d'Ivoire sur le permis à points animée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Il s'agissait de relever les solutions possibles à la recrudescence des accidents de la circulation. Le point avec Marie-Chantal Akandan. Le permis à points, ce nouveau dispositif de transport est au cœur des débats des grandes rencontres du CESEC. Le premier responsable du secteur des transports a indiqué que face à la recrudescence des accidents de circulation, le gouvernement a décidé d'agir en amont par la prévention en instaurant le permis à points. L'une des solutions pour renforcer les actions de sécurité routière. Le bilan est satisfaisant. On a noté une amélioration des comportements, notamment des utilisateurs de véhicules donc automobiles. On a encore quelques défis en ce qui concerne les utilisateurs de 2 roues et de 3 roues. Ce sont à ce jour plus de 3600 points qui ont été retirés à 1930 permis, dont 10 qui ont perdu 12 points. Donc 10 permis qui ont perdu 12 points et une quarantaine qui ont perdu plus de 6 points. Donc ceux qui ont perdu les points vont commencer le stage dans 6 mois parce qu'il faut 6 mois. Et pour les autres, ils pourront procéder donc à des récupérations de points. Eugène Akaouele a noté que cette réforme est une solution idéale au problème de l'insécurité routière. L'on assiste à une recrudescence inimaginable des actes d'incivisme, donnant subséquemment l'impression d'une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Cette situation doit appeler de la part de chacune et de chacun un comportement civique, citoyen et responsable. Ces grandes rencontres organisées par le CESEG permettent à l'instance consultative de mieux s'imprégner des thématiques qui touchent les populations en vue de mener des réflexions stratégiques sur les avis émis. Le dossier interne de ce jeudi qui présente les initiatives menées par le Conseil de l'Entente au cours des 12 derniers mois. C'est une politique de redynamisation conduite par Marcela Montano aux commandes de l'institution depuis janvier 2022. Entre plaidoyer dans les institutions internationales et signature de mémorandums, vous verrez le bilan d'actions engagées pour redonner ses lettres de noblesse à une institution créée le 29 mai 1959 par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et c'est un dossier réalisé par Michel Tigret.
Nous sommes à Pékin, en Chine. Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président directeur général d'une entreprise chinoise, signent un mémorandum d'entente. Il porte sur des études de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle entente. On a bien discuté pendant des heures avec la délégation sur la construction, l'étude de faisabilité et l'exploitation du projet de la boucle de ferroviaire. Nous nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet de boucle de ferroviaire. Je me réjouis de cette première étape qui matérialise le début du projet de la boucle ferroviaire entente, qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'Entente et pourquoi pas impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO. Le choix porté sur l'entreprise chinoise est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer, dont ceux d'Abuja-Kaduna, Tanzanie-Zambie et Éthiopie-Djibouti. Après la réunion avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire général du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération Sino-Afrique. L'objectif étant de voir la possibilité d'inscrire le projet de la boucle ferroviaire sur la liste des 10 projets d'interconnexion à réaliser. Le Conseil de l'Entente s'attelle à remettre sur les rails ce projet, mais également à traduire en action l'une de ses missions, à savoir promouvoir des projets de développement dans les 5 pays membres, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Tout commence le 4 janvier 2022. C'est la passation de charge avec le secrétaire exécutif sortant, Patrice Kwame. Le 16 mars, Marcela Montano est reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara pour lui exprimer sa gratitude après sa nomination, mais également prendre ses recommandations. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Pour relever ces défis, les 4 autres présidents des pays membres du Conseil de l'Entente sont rencontrés, mais aussi des membres de gouvernement. Après avoir recueilli les recommandations des 5 chefs d'État, une tournée est initiée pour relancer les activités du Conseil de l'Entente, notamment avec d'autres organisations internationales. En effet, nous avons eu de très bons échanges. J'étais très heureux de pouvoir accueillir une grande délégation à la Maison du Benelux, à comparer nos projets ensemble et à voir où est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Nous avons rendu attentif la communauté internationale aux problèmes graves de nutrition dans la région, aux problèmes de sécurité. Cet entretien a été l'occasion de faire le point. Je suis très content des travaux que le Conseil d'Entente entreprend et qui sont dirigés en complémentarité aussi avec les efforts et les actions du CICR. Au cours de la rencontre avec le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, un plaidoyer est fait en faveur du Burkina Faso et du Niger durement éprouvés par les menaces terroristes. Plus de 4 millions de personnes en difficulté dans ces 2 pays, en majorité des femmes et des enfants qui ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. Au cours de la réunion avec le Programme alimentaire mondial, son directeur exécutif a annoncé un important don du Sénat américain pour la sous-région ouest africaine afin de faire face à ces difficultés. En septembre 2022, au siège des Nations Unies, à New York, une séance de travail est tenue avec la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et des opérations de paix. Au cœur des échanges, les enjeux de la redynamisation du Conseil de l'Entente pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. C'est une excellente initiative de revitaliser cette ancienne institution qui contribue à la sécurité et à la paix dans les 5 pays qui la composent. L'Afrique de l'Ouest est à un moment critique de son histoire et nous pensons que c'est dans cette synergie d'action que nous arriverons à consolider la paix et à faire face aux défis de développement dans la sous-région.
Après cette tournée internationale en 2022 pour repositionner l'institution, le prochain challenge est l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Et voilà, le Conseil de l'Entente, un organe de médiation au service des populations qui reprend sa place dans les actions des gouvernements. C'est un dossier que vous pourrez revoir sur www.rti.info. Les grandes pluies s'annoncent. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a ce jour lancé une opération de destruction des sites à risque. Le top départ s'est fait à Mossikro, dans la commune d'Atekoubé, avec une opération de lutte contre les inondations, une opération pour la sécurité des populations. Le ministre Bouaké Fofana souhaite ainsi 0 victime au cours de cette saison des pluies en 2023. Et dans le district d'Abidjan, au moins 30 sites sont répertoriés et feront l'objet de déguerpissement et de destruction. Le programme du gouvernement pour la jeunesse est en marche. Pour rappel, le PJGouv 2023 s'étend jusqu'à l'année 2025 et ce sont 361 milliards de francs CFA qui seront investis pour pas plus de 490 000 opportunités d'insertion pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Touré s'est entretenu à ce sujet avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués. Le développement de Walter Amadou Ouattara. Cette rencontre d'information et d'échange se tient à la maison de l'entreprise au Plateau avec le corps préfectoral, les élus locaux, les présidents de conseils régionaux et des ministres gouverneurs. Elle permet aux participants de mieux comprendre l'exécution commune du programme jeunesse PJGouv 2023 dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de créer une synergie d'action autour des initiatives au profit des jeunes. C'est une bonne démarche qui doit prendre en compte nos préoccupations dans l'amélioration du cadre de coordination de l'action publique au niveau territorial, en parfaite cohérence avec notre forte attente en la matière, conformément au vœu du président de la République, qui est d'inscrire le développement local dans un cadre inclusif, participatif et concerté. Le débat participatif clarifie également le rôle des principaux acteurs et lève des ambiguïtés autour du mode de mise en place du comité local de suivi. Le 16 mars dernier, dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, nous avons signé avec les régions et c'est à peu près 45 milliards de francs CFA qui sont mobilisés afin de permettre aux conseils régionaux de mettre en œuvre les programmes jeunes en termes d'entrepreneuriat en milieu rural. Là, se fait dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Il était important pour nous de réunir tous les acteurs. Ainsi, à mi-avril, ce sont 38 371 jeunes qui ont bénéficié des programmes d'insertion professionnelle pour un coût de 2,86 milliards de francs CFA. Et la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire implique l'éducation et la formation des jeunes. C'est ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre Adama Diawara lance la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie. C'est une promotion de la recherche et de l'innovation avec pour objectif de renforcer la culture scientifique et technologique chez les jeunes de Côte d'Ivoire. Le développement de Frédéric Oulaï. La Côte d'Ivoire veut positionner la recherche scientifique et l'innovation au cœur de son système universitaire et en faire le pilier de sa croissance économique et de son développement social. La tenue de la 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie traduit donc cette ambition. Plusieurs villes universitaires seront aux couleurs des activités de l'édition 2023. Cette quinzaine offre une plateforme de visibilité et d'attractivité pour la mise en lumière de la politique de création d'emplois en faveur des jeunes. Le premier objectif majeur, c'est de montrer les axes et les résultats de recherche des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ce qui amène la science vers la société et la société également vers la science. Et le deuxième, c'est de contribuer au renforcement de la formation et de la recherche en STEAM, c'est-à-dire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, des filières porteuses en termes d'emploi et donc quelque chose d'incontournable, j'allais dire, dans le programme de création de 8 millions d'emplois
prônée par les chefs de l'État d'ici 2030. Cette troisième édition, prévue du 15 au 26 mai, a pour thème « Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis actuels des changements globaux ». À travers cet événement, il s'agit de créer des rapprochements entre population et chercheurs. Parlons à présent de l'accès au financement des chaînes de valeur agricoles. Un capital de 38 milliards de francs CFA est mis à disposition du secteur agricole suivant ce développement de Dangui Dangui. Dans le domaine agricole, notamment dans les filières de l'ananas, de l'EVA et du palmier à huile, la Côte d'Ivoire veut accélérer son intégration dans les chaînes de valeur agricoles mondiales. L'idée, selon les autorités, c'est de pouvoir commercialiser des produits à forte valeur ajoutée avec à la clé la création de nombreux emplois, surtout pour les jeunes. C'est posé alors la question de l'amélioration de l'accès au financement de ces chaînes de valeur. C'est pourquoi, dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, le gouvernement a annoncé lors d'une conférence de presse le lancement de la FILT, Facilité d'investissement à long terme aussi appelée CDCCI Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. La FILT va apporter une source complémentaire de financement par rapport au financement classique des banques. Donc on parle de financement alternatif à travers des prises de participation dans les entreprises sous forme de capital et de quasi-capital. Dotée d'un montant initial de 38 milliards de francs CFA, la FILT aura une gestion et une gouvernance privée pour mieux accompagner les secteurs prioritaires tels que les start-up. Le lancement officiel de ce fonds pour faciliter l'investissement à long terme est prévu pour le 19 juin prochain. Le système de l'identification en Côte d'Ivoire prévoit améliorer ses services, notamment une digitalisation de tout le système de l'état civil ivoirien en vue de faciliter l'accès aux populations aux services d'état civil. Le développement de Angela Diallo et Jean-Marc Djadji. Le plan d'action 2023 de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est en marche. L'institution réunit donc ses partenaires en vue de mobiliser les fonds pour la réalisation de son programme de l'année. 10 projets découlant du plan visent à redynamiser l'ONESI. Parmi eux, le déploiement du logiciel de gestion de l'état civil, l'équipement de 1500 centres d'état civil et le projet de numérisation et d'archivage des registres. Nous resterons ici pour mieux comprendre les contenus, mais surtout les résultats attendus des projets qui viennent d'être présentés de manière succincte pour comprendre si en fait il y a des pistes et des collaborations qu'on puisse développer davantage. Ce sont plus de 62 milliards de francs CFA qui sont à mobiliser pour l'exécution de ces projets. L'ONESI, en sa qualité d'agence d'exécution, doit aussi mobiliser des ressources pour être beaucoup plus performante, mais surtout pouvoir nous mettre très rapidement à la disposition de la population et à la disposition aussi des entreprises pour que nous puissions avoir une identification beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide en Côte d'Ivoire. Créé le 22 mai 2019, l'ONESI compte à ce jour 822 bureaux d'état civil dans le pays et a distribué plus de 4 millions de cartes d'identité et produit plus de 5 millions. Dans l'actualité politique, le Front populaire ivoirien célèbre l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire, une célébration dénommée Fête de la Liberté qui s'est tenue dans la ville de Mans, dans le district des Montagnes. Le développement avec Eve Pouet. Venus par milliers de toutes les contrées du pays, les militants du FPI sont mobilisés à Mans pour la célébration de la traditionnelle Fête de la Liberté. Longue procession, puis meeting géant au stade Robert de Mans. Le thème de cette édition est le FPI mobilisé pour les élections régionales et municipales de 2023. Le président du parti, Pascal Afik Nguessan, salue le soutien des formations politiques comme le RHDP, le MGC, le COGEP. Il s'est réjoui de la mobilisation du jour et affirme que le FPI se porte bien. Depuis notre congrès du 13 novembre 2021, notre parti s'est remis en ordre de marche grâce au travail de fourmi de l'opération Zrama. Nous tissons notre toile sur l'ensemble du territoire à travers fédérations, sections et comités de base. À l'heure actuelle, le parti compte 715 fédérations,
et plus de 6000 sections. D'ici 2025, le FPI disposera de 750 fédérations, 10 000 sections et plus de 50 000 comités de base. Il est par ailleurs revenu sur le partenariat signé avec le RHDP le 2 mai dernier. Le partenariat que nous avons signé est donc un acte de rupture avec la logique de méfiance réciproque de ces dernières années. Cet accord est un engagement fort, un engagement réciproque, l'un envers l'autre, l'un et l'autre envers la nation. Pour la paix, nous bannirons désormais les uns et les autres de notre comportement, toute attitude porteuse de risque. Nous savons que les mots, les postures, les outrances peuvent être des armes mortelles. Pour les élections locales du 2 septembre 2023, Pascal Affi-N'Guessan affirme que le FPI dispose de 30 candidats pour les élections régionales et 194 pour les municipales. Mais des alliances et des listes communes sont prévues entre le FPI et le RHDP. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, la ville de Doropo enregistrera très prochainement la présence d'exploitants d'or. Une entreprise britannique a reçu un permis d'exploitation par l'État de Côte d'Ivoire. Une rencontre a été initiée dans ce cadre par les élus de la localité ici à Abidjan afin de susciter la pleine implication de tous les ressortissants de cette localité, donc de Doropo, en vue de la réussite de cette exploitation. Suivons ce point rapporté par Mahama Traoré. Depuis Abidjan, les élus du Bunkani mobilisent les cadres ressortissants du département de Doropo pour la réussite de l'implantation d'une entreprise aurifère dans cette localité. L'étape en cours est celle de l'étude d'impact environnemental qui consiste à évaluer le préjudice économique et social de cette activité minière. C'est un sujet important, très important et capital. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous demandons la contribution de tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour essayer, pour amener nos parents non seulement à accepter le projet, mais à créer les conditions pour qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau type de vie que va leur imposer l'implantation de cette entreprise. Que les populations nous partagent leurs opinions, leurs observations sur la possibilité d'installer une telle usine sur place. Nous irons défendre les intérêts des populations auprès de l'entreprise qui vient s'installer dans le cadre donc de ces études pour l'impact environnemental et espérer engranger le meilleur profit, les meilleurs intérêts pour nos populations qui nous ont mandatés. Le député Noufé Sansan promet que ces échanges vont se poursuivre au fil du processus d'implantation de cette entreprise aurifère à Doropo. Et pour mieux garantir les intérêts des populations, un collectif s'est constitué, assisté par un cabinet d'avocats. Hors des frontières ivoiriennes, la RTI suit le festival Kouribga qui se déroule au Maroc. Et cette fois-ci, nous parlons d'une formation occasionnée par ce festival pour les festivaliers qui sont formés au corps du métier du 7e art, suivant ce développement de Issa Chonayo. En marge des projections de films en compétition, le Festival international du cinéma africain du Kouribga offre la possibilité à des jeunes et professionnels du cinéma de se former. Dans cette optique, une dizaine de festivaliers sont formés dans divers métiers du 7e art. L'écriture de scénarios, la confection de musique de films et la critique des cinémas. Comme a dit Salam alaikum, comme a dit Hitchcock, le scénario, puis le scénario, puis le scénario. Quand on parle d'un film, c'est-à-dire c'est le scénario qui guide le film, c'est le scénario qui sauve le film. Et avant le scénario, c'est une idée. Et l'idée se développe en scénario. Et après, c'est le réalisateur qui va jouer un rôle pour attirer l'attention du spectateur et du public. Comment? Il a ses appareils pour attirer l'attention du public. Il y a le cinéma de l'écrivain ou bien celui qui la production de l'écriture. Mais la relation entre le réalisateur et celui qui écrit,
écrit le scénario, il dit que le réalisateur doit avoir une bonne relation entre tout l'entourage. Tout l'entourage qui va donner la production du film. Voilà. J'ai choisi de faire l'écriture du scénario. Et M. Abdelkader, il est super en ça. Il nous transmet. Il va choisir deux parmi ses élèves. Et il va nous aider à nous donner le relais pour avancer. Une fois formés, ces festivaliers auront l'appui des responsables du festival pour mettre en place leurs projets dans le domaine cinématographique. Et l'autre actualité culturelle de ce 11 mai, c'est bien ce jour de célébration du reggae, jour de commémoration de la disparition du chanteur mythique interplanétaire Bob Marley. Depuis 42 ans, la légende continue et cette date est carrément un pèlerinage musical pour tous les amoureux du reggae, le reggae qui reste une musique au sommet depuis le 11 mai 1980. 21 avril 1960. Sur la situation au Soudan, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution visant à renforcer la documentation et le suivi des violations des droits humains dans ce pays. Cette décision a été prise lors d'une réunion d'urgence convoquée à la demande de 4 pays occidentaux. Elle appelle également à la coopération des autorités soudanaises pour permettre l'accès des enquêteurs internationaux sur le territoire et aussi garantir la sécurité des populations civiles. Après la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et la Syrie annoncent rouvrir leurs missions diplomatiques l'une chez l'autre. Une première depuis 2012, le régime de Damas ayant été isolé en raison de la guerre civile qui a ravagé le pays et qui a fait environ 2,5 millions de morts, un demi-million de morts, dans ce contexte de réchauffement régional. Donc la Turquie aussi commence à renouer avec le régime syrien et une rencontre est prévue aussi mercredi prochain entre les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur RTI 1. Merci de vous suivre.